Voilà, nous allons commencer. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe d'Antium pour cette invitation à m'exprimer ce soir sur la chirurgie implantaire du site de la première prémolaire maxillaire en extraction-implantation immédiate. Je vais me présenter. Je suis le docteur Amsel Emeric. J'ai un exercice privé sur Paris, plus précisément sur Neuilly-sur-Seine. J'ai aussi une longue expérience hospitalière dans un service de chirurgie maxillofaciale et de stomatologie. Alors, nous avons décidé il y a un petit moment de proposer une série de webinars et on a considéré que c'était intéressant de parler d'extraction-implantation et on a décidé de segmenter tout ça en plusieurs épisodes en fonction du type de dents auquel nous allons être confrontés, à savoir ici pour ce soir les prémolaires. Nous aurons l'occasion de reparler des molaires maxillaires dans un deuxième temps. Et enfin, on terminera avec une autre présentation dans le calendrier sur 2022, je pense. On s'intéressera plus précisément à la zone esthétique du maxillaire antérieur. Quand j'ai l'occasion d'échanger avec un certain nombre de confrères, je rencontre encore souvent des praticiens qui sont réfractaires à pratiquer ce genre d'intervention. Et quand on creuse et on va un petit peu plus loin, ils avancent certaines explications. Souvent, ils ne sont pas certains de pouvoir réaliser une extraction atraumatique. Ils peuvent aussi se retrouver sur un site qui présente une infection qui est localisée ou diffuse. Et une de leurs problématiques essentielles, c'est souvent, ils nous font part de cette difficulté à trouver un repère pour réaliser le premier forage et éventuellement d'assurer des corrections, de réaliser les corrections nécessaires. Un autre point sur lequel il faut insister, il y a souvent une difficulté de fixer le niveau d'enfouissement de l'implant par rapport au bord osseux, dans le sens vestibulo-palatin, mais aussi par rapport aux pics osseux proximaux. Tout ça génère bien entendu un stress global sur le potentiel du résultat final espéré au niveau du patient. On a tous en présence des situations à la première consultation, quand le patient se présente avec une demande. On a comment dirais-je, on a un certain stress, un défi, un challenge quand le patient découvre avec un chirurgien gingival et on sait que déjà on a un cahier des charges qui serait assez difficile à tenir pour pouvoir un petit peu réaliser une restauration qui s'intègre parfaitement à ce sourire gingival. Alors on va revenir un petit peu on va faire un petit point sur les publications récentes qui sont relatives à l'extraction-implantation. Il faut être très clair là-dessus, il n'y a pas d'études actuellement qui montrent la réduction de la résorption osseuse en post-extractionnel avec la pose d'un implant immédiat. Le seul intérêt, c'est de réduire la durée et le nombre d'interventions. Il y a un point aussi important qu'on peut relever, c'est que ça permet aussi une meilleure gestion de la phase transitoire avec la mise en place de piliers ou de ce qu'on appelle un pilier qui est très en vogue actuellement, le pilier SSA, la mise en place aussi de ce qu'on appelle la mise en charge esthétique qui est un véritable guide et aide à la cicatrisation tissulaire. Notre confrère, le docteur Betito, la semaine dernière, a insisté là-dessus, a fait un très bon webinar où il précisait un petit peu l'intérêt de ces piliers, de ces couronnes provisoires avec des profils d'émergence spécifiques qui permet un petit peu de gagner dans le sens vertical un gain tissulaire qui est certain et afin d'obtenir un résultat final tout à fait intéressant. Seules les techniques de préservation alvéolaire, qui font appel donc à la fois de l'utilisation de biomatériaux et de membranes collagènes, permettent la réduction de la résorption post-extractionnelle. Il y a toute une série d'études que j'ai ici spécifiées, Tonetti en 2019, Hall, Ortiz, et cette capacité à réduire la résorption intervient surtout dans sa composante horizontale, dans la largeur cervicale de la crête. C'est une étude chinoise de Zhao en 2018. L'apport en tissu mou, ce qu'on appelle l'apport en conjonctif, offre une solution très intéressante aussi pour compenser cette perte de volume et cette perte en volume de manière tout à fait globale, notamment en intégralité, spécifiquement ce qu'on appelle au niveau de la zone submarginale entre 2 et 5 mm. Il faut par contre s'attendre à une perte de volume sur ce qu'on appelle le premier millimètre de tissulaire marginal en 3D, c'est-à-dire à la fois dans le sens vertical et horizontal. Surtout, si la paroi osseuse
vestibulaire résiduel est inférieur à 1 mm. C'est une étude chinoise de 2020 qui le montre clairement. Donc ce qu'il faut retenir au niveau des publications, c'est que seule l'association de techniques qui visent à la préservation alvéolaire associée à des techniques de greffe conjonctive nous permettent de limiter cette perte de volume tissulaire suite à une extraction. Il y a un point aussi important qu'on peut noter, c'est que sur un site d'extraction spontanée, on observe une augmentation de l'épaisseur du tissu mou qui cherche à compenser la fonte alvéolaire. C'est une étude aussi qui a été précisée par une équipe du professeur de Sanctis en 2021. Alors pourquoi on a choisi la première prémolaire ce soir? Parce que je considère que quand on n'a pas une grande expérience de ce type d'intervention, c'est un site qui est très intéressant, parce qu'on n'est pas dans la zone du prémaxillaire, la zone du prémaxillaire qu'on appelle la zone esthétique stricte, la esthétique zone. Mais c'est un site qui est juste derrière une canine quand même et qui a un relief tissulaire qui est très important à la fois sur les tissus durs et les tissus mous. Mais c'est un site qui est tout aussi intéressant parce qu'il n'est jamais concerné par le sinus par rapport à la deuxième prémolaire qui parfois a une projection au niveau de sa racine et qui pourra parfois nécessiter une instrumentation spécifique. Donc on peut considérer que la première prémolaire maxillaire est un excellent terrain d'entraînement pour aborder ce type d'intervention et commencer un petit peu à avancer et à persévérer dans cette approche bénéfique à bien des égards. Donc voilà la problématique un petit peu une fois qu'on a bien entendu réalisé la pose d'un implant, qui est le premier aspect technique de cette approche. La question qu'on peut se poser, c'est que va devenir cette zone, un petit peu ce gap osseux, aussi bien sur l'aspect horizontal que sur l'aspect vertical. C'est notre zone de réflexion qui va nous intéresser ce soir. Et on va voir un petit peu quels sont les moyens qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir réduire cette résorption. Alors le point essentiel commence par une analyse clinique qui sera précise et qui sera complète. Premier point qu'il va falloir analyser, c'est ce qu'on appelle le biotype gingival, que vous connaissez tous. Il faudra définir s'il est épais, moyen ou fin. Il faudra s'intéresser aussi à la forme des dents. On a souvent des profils de dents qui sont différents d'un patient à l'autre, et distinguer les dents qui sont de forme triangulaire et les formes qui sont plutôt rectangulaires. Les formes triangulaires, en général, ont une résorption des tissulaires, des tissus mous qui sont plus importantes. Enfin, le point important à relever, ce sont aussi le niveau des tissus aussi résiduels, ce qu'on appelle le mur vestibulaire, notamment le bundle bone, et faire un repérage précis de son épaisseur et de son niveau d'atteinte verticale. Il se fera essentiellement par un sondage avec une sonde parentale. Le point essentiel, je pense aussi pour ma part, de cette approche, c'est une analyse précise et détaillée du cône BIM qui est très importante. Il faudra rechercher bien évidemment et confirmer après l'examen clinique si on est en présence d'un site qui est sain ou lésionnel. Et enfin, il faudra aller identifier une zone d'ancrage potentielle indispensable pour obtenir ce qu'on appelle une stabilité primaire. Pour suivre dans l'analyse de ce cône BIM, il faudra bien évidemment objectiver la forme et la longueur des racines, de leur axe par rapport aux dents antagonistes et aux dents adjacentes. Et enfin, regarder aussi, s'intéresser aussi à la place disponible dans le centre mésiodistal, mais aussi au niveau de l'articulé. Un temps qui est très souvent négligé quand on s'adresse à ce genre d'approche chirurgicale, c'est la technique chirurgicale, bien évidemment. Le temps de l'avulsion, il peut être très rapide ou très long. Et ce qui va faire la différence, c'est il sera fonction, bien évidemment, de l'état de la dent que vous allez trouver, mais aussi de l'état des tissus environnants. Quand on parle d'avulsion atraumatique, bien évidemment, ça suppose que nous ferons un acte sans incision de décharge, voire des incisions à minima. Un thème qui est très utilisé en ce moment, ce qu'on appelle une approche qui est dite minimale invasive. Il ne faut pas hésiter à faire un appel à toutes les aides disponibles, les aides optiques, des fraises spécifiques, les Bernard, des périotomes, et plus précisément ceux que j'affectionne, ce sont les périotomes flex.
La piézochirurgie, qui est aussi très utile pour ce genre d'intervention. D'un point de vue commercial, on voit beaucoup de systèmes et d'appareillages vendus par des sociétés commerciales. Je cite le Benex puisque je vois ça utilisé assez fréquemment et qui présente un intérêt certain. Quant à l'utilisation des fraises, bien évidemment, là, on va changer complètement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait anciennement et ce qu'on fait en général quand on sort notamment de la faculté. C'est que dans ce cas, il ne faudra pas viser la dent, mais plutôt, il faudra viser la racine de la dent et non plus l'os. C'est très important. On a pour objectif d'être conservateur, bien évidemment, parce qu'on cherche à maintenir le volume de tissu osseux pour pouvoir stabiliser notre implant. L'usage, en général, quand on est en présence d'une première prémolaire qui présente souvent deux racines, c'est de faire un abord avec une section dans le sens mésiodistal, mais dans certains cas, il ne faudra aussi pas hésiter à avoir une autre approche par une section corono-radiculaire dans le sens vestibulo-palatin. Et cette approche consiste à limiter les contraintes au niveau de la table osseuse externe vestibulaire afin qu'on n'y ait pas une luxation, pire, une fracture. Voilà une petite illustration des outils qui sont disponibles aujourd'hui pour nous et nous aider à la réalisation de cet acte. La fraise chirurgicale que vous connaissez tous, les fraises tungstène à ostéotomie surtaillées de différents diamètres. Et en général, pour ce genre d'intervention, on aura besoin de petits diamètres, le diamètre 28. Vous avez les techniques et les ultrasons classiques. À l'ultrason, on peut arriver aisément à déloger certains apex et il ne faut pas hésiter à faire appel à l'ultrason. Certaines techniques piezo ont permis il a été développé ce qu'on appelle des inserts qui sont spécifiques, qui ont l'aspect de périotome, comme on le voit ici, qui sont très efficaces pour recréer un petit espace afin de passer un instrument secondaire type syndesmotome droit ou élévateur afin de luxer cette racine ou cette paroi résiduelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ces périotomes flex sont très intéressants et très utiles pour ce type d'intervention. Ils ont pour intérêt d'avoir cette lame ici en acier, mais qui était flexible et qui peut aller comme ça cheminer jusqu'à l'extrémité d'une paroi axiale de racine, permettre de luxer secondairement la dent. Enfin, le maillet, il est aussi anciennement historiquement utilisé en stomatologie, en chirurgie orale. Et on va pouvoir voir quelques exemples d'application sur des actes un petit peu périlleux d'extraction de racines dans ce type d'intervention. Voilà une situation en présence d'une dent 24 qui présente une fêlure au niveau de la racine vestibulaire. C'est ici objectivable au niveau du cone beam. On a une fêlure à ce niveau-là, qui indique précisément, de par les symptômes qui sont algiques par le patient, qui indique donc l'extraction. On a donc un apex, bien évidemment, on va récupérer l'élément en deux morceaux et on voit qu'il y a un apex résiduel au niveau de la racine qui persiste et se pose la question de pouvoir aller chercher cet apex de façon la plus légère et minimaliste possible. Si bien évidemment instinctivement on a envie d'utiliser la fraise d'écria pour aller détourer toute cette zone d'os pour aller chercher cet apex, ici c'est une démarche qu'il faut oublier et chercher à utiliser éventuellement un ultrason pour aller créer un petit espace afin de luxer secondairement cet apex, voire avec une pièce à main, une fraise boule 18 et carrément viser l'apex de la dent qui finira par faire sortir spontanément ce résidu radiculaire. Donc là, nous avons les suites de la séquence opératoire, mais comme nous allons pouvoir voir plusieurs cas cliniques tout à l'heure, je ne vais pas insister sur cette séquence opératoire, mais si on veut vraiment être un petit peu plus rigoureux, on peut carrément imaginer une section vestibulo-palatine de cette racine pour pouvoir luxer secondairement les deux morceaux sans risque d'abîmer la zone périphérique au niveau des tissus osseux. Alors, dans les systèmes implantaires que vous avez l'occasion d'utiliser, c'est intéressant aussi d'utiliser des forêts qui vous permettent de récupérer de la matière. Ici, la matière qui nous intéresse, c'est l'os. Et donc, la qualité des forêts que vous allez choisir d'utiliser est pas inintéressante et qu'elle vous permet à basse vitesse, sans irrigation, de récupérer un certain volume d'os autogène qui n'est pas négligeable. Et cet os autogène, vous pouvez le réutiliser soit pour le mettre directement au contact de la surface implantaire, soit pour le mélanger
un biomatériau de votre choix afin de combler secondairement le gap résiduel de votre situation clinique. Ici, vous avez l'illustration de la séquence opératoire de ce cas qui ne présente pas d'intérêt particulier. On va revenir sur d'autres cas cliniques qui sont bien plus intéressants. Voilà un petit peu la situation terminale une fois qu'on a réutilisé la dent initiale en dent provisoire. Le contrôle à 3 ans ici qui est très intéressant. On voit que les volumes résiduels sont tout à fait généreux et conservés. Bon niveau de satisfaction, bon niveau de satisfaction du patient. Bien évidemment, la maintenance parodontale est incontournable. J'ai mis cette photo, elle me paraît intéressante parce qu'on voit que à 3 ans, la gingivite qui est présente et qui persiste chez ce patient est très expressive au niveau des dents résiduelles, alors que dans la zone périimplantaire, de la couronne implantaire, nous n'avons pas de saignement. Je trouve que c'est toujours très intéressant à observer. Les fractures, c'est vraiment une des raisons pour laquelle on peut raisonnablement s'engager dans cette option d'extraction-implantation. Une deuxième situation où on a une fracture axiale d'une première prémolaire ici, et quand on regarde un petit peu dans le détail ce cone BIM, ce qu'on peut considérer déjà, c'est qu'on a une très faible épaisseur de la paroi osseuse vestibulaire, qui est à prendre en compte. On a une dent qui est assez massive, mais par contre, on a un volume apical et un volume palatin d'os de très bonne qualité, qui est tout à fait généreux. Et on sait d'ores et déjà qu'on pourra aller chercher ici un appui, un ancrage qui nous permet d'envisager sereinement une extraction-implantation immédiate. Donc, la suite de l'intervention se fait simplement par une dépose dans un premier temps du fragment mobile. Et puis on va procéder évidemment ici par une section vestibulo-palatine de la racine dans le sens donc vestibulo-palatin. Pourquoi? Pour séparer et arriver à l'extrusion de ces deux parois radiculaires, mais surtout pour préserver ce rempart osseux vestibulaire qui est très, très important pour avoir une bonne conservation secondaire. Donc une fois qu'on a séparé ici les deux parois radiculaires, nous avons donc une situation qui est tout à fait favorable, une préservation générale de bon niveau, et qui nous permet bien évidemment de poser un implant dans un temps immédiat, dans de bonnes conditions. Alors, on a vu que les fêlures et les fractures étaient une indication très fréquente d'extraction-implantation. Parfois, nous sommes aussi en présence de sites dits lésionnels, qui présentent des infections. Ici, une situation de première prémolaire maxillaire, une 14. C'est une dent qui est porteuse d'une couronne. On voit très bien à l'examen du cone BIM cette lésion diffuse sur les deux parois, en médiale et en distale, cette lésion infectieuse. L'indication d'extraction est posée. Pardon. Et donc, le premier geste en général que nous faisons tous, que j'ai l'occasion de voir aussi dans le cadre de mes enseignements, c'est que les jeunes praticiens ou les praticiens confirmés utilisent d'entrée le davier et cherchent à extraire la dent d'un bloc, ce qui est très délicat. On arrive souvent à ce genre de situation, c'est-à-dire une fracture immédiate de la racine. Et cette fracture, en fait, est un désavantage et même un handicap qui nous limite dans la capacité à avoir des appuis sur ces parois, afin de retirer complètement secondairement ce reste radiculaire. Et plus on persiste comme ça à découper, vous voyez ici dans le sens mésiodistal classiquement, et plus on enlève morceau par morceau, on n'arrive pas au bout de ses efforts, et puis aussi on va être traumatique au niveau de cette gencive marginale. On arrive à des situations très délicates où il faut aller chercher des apex, alors qu'on était ici quand même sur le cone BIM a révélé quand même une présence de foyer infectieux qui est censé nous mettre en évidence un tissu de granulation et nous faciliter l'intervention. Et ici, ce n'est pas le cas du tout, malgré le fait qu'on est en présence de tissu de granulation. L'extraction a été difficile. Vous voyez, on a enlevé le tissu de granulation en médial et en distal. Il a fallu prendre son temps délicatement en ménageant les tissus résiduels, les tissus osseux notamment, pour pouvoir avoir et encore espérer une implantation immédiate. Ce qui nous a permis secondairement donc de réaliser, de choisir ici un appui palatin donc sur l'ancienne racine palatine de cette première prémolaire, un forage de la racine palatine pour aller un petit peu plus loin. Voilà les vues résiduelles des alvéoles. La suite n'a pas véritablement d'intérêt, si ce n'est qu'il faut retenir que quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir extraire cette racine sans fracture défavorable, il ne faut pas hésiter à déposer préalablement la couronne, faire une section horizontale de cette couronne afin de pouvoir
de pouvoir préserver tout l'environnement nécessaire à la bonne suite de votre intervention. Encore une situation d'une racine radiculaire carriée, difficile à aller chercher, hein, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aime beaucoup cet instrument qui est un periotum flex qui permet de se glisser aisément au niveau du ligament mésial ou distal, hein, et vous pouvez même aussi ne pas hésiter à ce qu'on appelle réaliser une, je vais essayer de faire fonctionner, voilà, une impaction avec ces périotomes, une impaction maillée, et on peut aisément extruser ce résidu radiculaire et poursuivre l'intervention. Une fois qu'on a réalisé l'extraction dans de bonnes conditions, et c'est un temps essentiel, ça peut être parfois très chronophage, mais c'est un temps essentiel, comme on l'a dit précédemment. On peut enchaîner et poursuivre son chemin opératoire par un curetage qui est soigneux, bien évidemment, à l'aide de curettes ou de fraises à dégranuler. On reviendra tout à l'heure sur ces fraises à dégranuler. Une fois que le curetage soigneux a été réalisé, il faudra réaliser ce qu'on appelle une décontamination chimique du site avec des antiseptiques locaux tels que la bétadine ou la chlorhexidine. Pour les laséristes, bien évidemment, incontournable l'utilisation d'un laser diode ou erbium avec l'activateur qu'on a cité précédemment. Et enfin, il ne faut pas hésiter à repasser, une fois que vous avez fait tout ce protocole successif, ne pas hésiter à repasser les curettes avec un rinçage abondant parce que quand on pense au premier abord qu'on a enlevé tout le tissu de granulation ou tout le tissu qui a été carbonisé par le laser, en fait, quand on repasse ces instruments manuels, on voit qu'on capte encore beaucoup de matière et donc il n'est pas inutile de revenir dessus, de vérifier à plusieurs reprises que le site est sain et parfaitement décontaminé. Voilà, je faisais allusion tout à l'heure aux fraises à dégranuler qui sont très utiles parce qu'elles sont bien évidemment par nature inactives sur le tissu, quasi inactives sur les tissus durs, mais actives sur les tissus mous. Hein, vous voyez, elles ont une granulométrie qui est spécifique ici, vous voyez. Elles sont, celles-ci, très peu agressives, un petit peu plus agressives. Celles-ci, avec un surgrain, en fonction de la taille du grain et en fonction de la forme de ce grain, elles ont cette capacité à agir et à être actives sur le tissu de granulation. Ici, ces formes boules avec un membrane qui est assez long qui permettent d'aller dans des zones assez éloignées par rapport au rebord marginal. Et enfin, ces zones-là qui ne sont pas inutiles aussi pour faire ce qu'on appelle des régularisations des bords de crête qui sont pas inintéressantes. Un petit mot sur les lasers, deux grandes catégories de lasers, les lasers à diode qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans beaucoup de cabinets, qui rendent service pour plein de petites, qui ont un champ d'application multiple. Dentium commercialise un laser que j'utilise, qui est très intéressant, qui est très pratique parce qu'il est sans fil, qui a une longueur d'onde classique et qui permet de faire une décontamination tout à fait intéressante de ces sites d'extraction sains ou pollués et qui complète parfaitement ce geste de décontamination. Laser erbium, je ne vais pas m'étendre sur les lasers erbium, parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Personnellement, j'utilise le laser Live Touch qui me donne entièrement satisfaction. Et aussi, on pourra en aparté discuter entre nous de cette approche laser. On va passer au temps suivant, qui est un temps aussi essentiel, qui consiste à s'intéresser à la séquence de forage. Lorsqu'on est devant une alvéole d'extraction, une alvéole complètement déshabillée. Alors, la première option, c'est de faire appel à la chirurgie guidée ou naviguée. Et la deuxième possibilité, c'est de travailler uniquement à main levée. On retrouve ici, c'est un contraste, je dirais, générationnel. Les anciens praticiens ont l'habitude de travailler à main levée. La jeune génération n'hésite pas aujourd'hui à faire appel à la chirurgie guidée, cette tendance 3.0. Et je dois dire que je suis aussi très surpris, même chez les praticiens plus âgés, n'hésite pas à s'intéresser à la chirurgie guidée, qui est un vrai confort, une vraie évolution. Personnellement, je commence à y venir, mais c'est une option que je dois renforcer et je n'hésiterai pas à avancer aussi sur ce sujet. Pour ce qui est du guide chirurgical, vous pouvez simplement vous contenter d'un guide de forêt pilote, de faire fabriquer ce guide par un laboratoire, uniquement à partir d'un matching entre les fichiers DICOM et les fichiers STL de votre empreinte.
et ça sera un guide de premier forage qui va vous sécuriser le geste précisément dans la zone où vous voulez aller, que vous avez prédéterminé en collaboration avec votre labo sur la planification du Dentascan. Et il est vrai que là-dessus, c'est déjà un premier niveau de sécurisation. Enfin, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette pratique de chirurgie guidée, vous avez des trousses qui sont full guide, denture en laine une, qui est une excellente trousse qui a la particularité de faire appel à l'utilisation que d'une seule douille, pardon, pas de cuillère, et ça c'est très confortable. Vous voyez, ça c'est quelque chose où je vois personnellement, quand je vois des chirurgies guidées de confrères ou d'autres opérateurs, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se baladent. Cette trousse ne fait pas appel à l'aiguillère, ce n'est pas la seule bien évidemment, mais celle-là est particulièrement intéressante et elle permet un guidage du forêt pilote jusqu'à l'insertion complète de l'implant. On va revenir un petit peu sur la technique que personnellement j'utilise depuis des années. Évidemment, elle est liée au fait que j'ai une pratique ancienne, plus de 25 ans en matière de chirurgie, et c'est la raison pour laquelle je me suis habitué à travailler à main levée, notamment en extraction d'implantation. Alors je vais essayer de donner ici des petits tips, des petits conseils pour essayer de se sécuriser un petit peu dans cette voie. Alors, je pense que le premier geste que vous devez avoir, c'est de balayer le forêt pointeur que vous allez utiliser sans rotation dans l'alvéole d'extraction. C'est très important, c'est-à-dire que vous allez à la limite fermer les yeux, mettre votre forêt pointeur dans votre contre-angle et vous promener dans cette alvéole et ça va vous permettre de fixer un petit peu le volume et de bien l'enregistrer au niveau de votre cerveau et de vous faire une représentation de cette alvéole. Ça, c'est un geste qui est très intéressant. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez repérer et fixer la zone d'impact avec le forêt pointeur, prendre une inclinaison à 45 degrés et engager votre forêt en rotation sur 1 voire 2 mm maximum, puis continuer ce geste en le redressant jusqu'à la position finale de l'implant choisi. Et tout ça doit se faire de façon permanente en regardant les dents adjacentes. Ça, c'est très important. Alors, je disais que on va essayer de retenir surtout ce geste premier qui est de se balader dans l'alvéole d'extraction, qui est pour moi le deuxième niveau de sécurisation de votre geste opératoire. Et le premier niveau pour moi de sécurisation quand on travaille à main levée, c'est de faire ce qu'on appelle un vrai travail d'analyse précis et précieux du cone beam. Et tout ça, ça vous permet de bien enregistrer votre situation, vos volumes, un peu à l'image d'un skieur qui répète sa course de descente avant de s'engager. Vous voyez, dans un coin, on les voit souvent qui s'isolent, ils ferment les yeux, ils répètent leur intervention. Ben, c'est exactement la même chose en extraction-implantation. Grâce au CBCT, grâce à ce balayage de l'alvéole sans rotation, à vide, vous allez pouvoir un petit peu modéliser précisément la situation. On va regarder une situation clinique qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et qui peut aboutir à des difficultés, voire des surprises. Une situation donc ici de prémolaire. Et quand on regarde dans le détail le cone beam de la patiente, bien évidemment l'indication est posée d'extraction sur cette dent avec une carie profonde au niveau du collet, avec une extension radiculaire. Et quand on regarde un petit peu l'anatomie de cette crête alvéolaire, de ce site, on voit qu'on a vraiment une forme dite de vague alvéolaire, vous voyez, et ça c'est une difficulté. On a l'impression que on a une projection un petit peu déjà de cet apex quasi en dehors de sa loge, et si on fait une planification ici, on recherche à faire une intervention longtemps. Lorsqu'on fait une projection, une planification avec une simulation d'implant, pour avoir une stabilité primaire suffisante, il faut venir se loger dans cette zone, au moins sur 2 ou 3 mm. Donc le projet implantaire fera appel naturellement à un implant de 12 voire de 14 mm afin d'assurer un minimum de stabilité primaire, c'est une condition essentielle de cette intervention. D'autre part, quand on regarde un petit peu dans un plan frontal, l'anatomie de cette racine, on voit qu'elle n'est pas parfaitement rectiligne, mais qu'elle présente une courbure. C'est aussi un élément qui constitue une difficulté supérieure à l'extraction sans délabrement périphérique. Bien évidemment aussi, vous pouvez observer que nous avons un mur vestibulaire qui est très fin, qui est quasiment invisible, qui est aussi
un facteur qui alourdit le cahier des charges de cet acte chirurgical. Voilà un petit peu la séquence opératoire qui se poursuit avec une alvéole, une extraction qui s'est faite dans de bonnes conditions, avec une bonne préservation des tissus environnants, pas d'altération de la gencive marginale et de la région submarginale. Nous avons donc ici l'expression de la carie coronaradiculaire et aussi l'expression de cette courbure initiale qui n'était pas négligeable à prendre en compte au moment de la luxation de la dent. Et puis, quand c'est moi qui ai bien évidemment qui ai opéré, et quand j'ai poursuivi mon intervention, on constate qu'à l'insertion de l'implant a évolué dans une direction tout à fait défavorable, avec ici, dans sa partie marginale, quelque chose qui est assez centré, mais complètement vestibulé dans sa partie apicale, avec une fenestration, une explosion, une fracture de la table externe à l'apex de cette paroi vestibulaire. On voit bien qu'il y a eu, de ma part, une mauvaise évaluation du site de forage, ce qui aboutit à une situation qui est tout à fait défavorable, dommageable pour ce site opératoire chirurgical. Le forage initial qui était souhaitable se situe beaucoup plus en palatin, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas parfois inutile, afin d'objectiver ces volumes, de décoller un petit peu plus, de façon un peu plus importante en palatin, afin de bien maîtriser les volumes et la situation géographique de cette paroi palatine, et de sécuriser la sélection de ce point d'impact et la direction de ce point d'impact. On poursuit dans la continuité de cette chirurgie. Il y a deux options quand on se retrouve devant une situation aussi délicate. Bien évidemment, c'est d'abord de retirer cet implant, de le sortir et de refermer pour attendre une cicatrisation, de réévaluer le site à terme. L'autre option, c'est de voir un petit peu si on peut continuer à essayer de chercher des points d'ancrage afin de terminer cet acte dans des conditions on va dire, acceptables. Donc je reviens sur cette diapo où il faut venir délicatement avec un instrument à l'extrémité de l'implant qui a fait une effraction au niveau qui a une fenestration ici osseuse, pousser à l'apex cet implant qui va remonter dans sa partie marginale. Il sera aisément, on pourra le prendre facilement, le repositionner dans son emballage de départ, et si on arrive secondairement à le réutiliser, on pourra envisager éventuellement de le faire. Quand on a comme ça dégradé un site primaire d'implantation, il y a un système qui est arrivé sur le marché il y a déjà 3-4 ans qui est très intéressant. C'est pas le sujet du soir, mais enfin on va en parler de quelques secondes. C'est ce qu'on appelle ces forêts densa, qui définit ce qu'on appelle le protocole d'ostéodensification. Le principe, c'est la réalisation d'une autogreffe par compactage, qui est actif bien évidemment uniquement sur l'os spongieux, qui n'a rien à voir et qui est sans effet sur l'os cortical, et qui est par un principal objectif et intérêt d'aboutir à la fin de cette manipulation à une augmentation de l'indice de ISQ, et donc qui donne qui nous permet d'obtenir une stabilité primaire des indices de stabilité primaire tout à fait intéressants. Voilà donc le site opératoire précédent, pour lequel on a retiré l'implant en mauvaise position. Vous voyez qu'il est très délabré. Nous avons perdu ici toute cette zone osseuse. En cristal, il reste un résidu osseux marginal. Mais malgré tout, on a quand même un volume qui n'est pas négligeable ici, qui est encore disponible, et on peut se poser la question, peut-on aller rechercher ici un nouveau site et un nouveau puits de forage pour pouvoir éventuellement repositionner cet implant? Et ben, pour ma part, j'ai considéré que c'était tout à fait utilisable et envisageable. À partir d'un forêt pointeur, du même forêt pointeur, on corrige l'axe qui était tout à fait défavorable au départ, et on repart dans une direction appropriée, en faisant appel au protocole bien évidemment d'ostéodensification. Et on voit ici en situation terminale avec un forêt terminal, puisque ici on a un espace mésodistal qui est réduit. Pour un implant de 3,6, c'est tout à fait suffisant. Avec un forêt terminal de cette trousse d'Antium,
où on peut donc tout à fait faire la correspondance entre le forêt densa et ce forêt de 3,2 qui a une bonne stabilité au niveau apical et dans le sens transversal et qui nous permet d'envisager la pose sereine d'un implant de 3,6 par 12 mm. Vous voyez ici qui a été installé, hein, vous voyez, il y a un niveau osseux d'enfouissement qui est tout à fait honorable de environ 2 mm infracrestal et vous voyez il y a une disparition des spires apicales qui étaient présents sur la première voie qui ont complètement disparu. Donc il est parfaitement intégré dans sa quasi-totalité par de la substance osseuse, par le volume osseux. Cette vue occlusale ici qui montre un petit peu le délabrement qui est de mon fait. Il ne faut pas hésiter à essayer de récupérer les parois osseuses de cet os papyracé qui ont été lésées, les repositionner. Préalablement, bien évidemment, le gap et l'ouverture et le hiatus qui a été créé, il faut bien évidemment le combler par du biomatériau. Ça peut être de l'os, une xénogreffe, pardon, une greffe alloplastique ou allogénique, enfin de votre choix. On poursuit l'intervention par alors ça c'est la mise en place du biomatériau, c'est d'abord la membrane. Cette membrane, pour qu'elle soit fixée, idéalement, vous avez la possibilité de faire appel à un point périosté ou alors l'utilisation de pins. Le comblement qui est une fois réalisé avec la membrane ici, cette membrane va être mise sous tension, ce qui est très important pour avoir une immobilité du greffon qui va être stabilisée en marginal par une vis de cicatrisation. Et enfin, on poursuit l'intervention avec des points classiques qui permettent de refermer le site opératoire plutôt dans de bonnes conditions. Le site de cicatrisation qui est revu à 4 mois, finalement, qui nous montre que la situation n'est pas si détestable que ça. Elle me paraît en tout cas, à mon sens, tout à fait acceptable, avec un bon niveau tissulaire environnant, un bon niveau de gencive kératinisée, un bon niveau papillaire et quelque chose qui me paraît tout à fait satisfaisant pour envisager une solution prothétique tout à fait intéressante. Voilà la situation donc préopératoire, la situation de départ. On était bien mal parti, bien mal engagé, mais finalement les choses se terminent plutôt bien. Le cone beam en coupe préopératoire, la planification, vous voyez, qui était dans cette planification, on le sait déjà, ça va être un acte qui va être d'un niveau de difficulté important. Hein, ça a été d'ores et déjà, on le savait à l'avance que c'était un niveau de difficulté important, je me répète. Et voilà la situation post-opératoire à 5 mois avec un volume osseux périimplantaire et sur toute la paroi osseuse vestibulaire qui est ma foi, à mon sens, tout à fait favorable pour assurer une bonne pérennité dans le temps de cet implant. Voilà, on a parlé des points un petit peu essentiels et clés qui sont à retenir pour cette séquence, cette approche. On va voir différents cas cliniques pour un petit peu rentrer dans le détail de cette approche chirurgicale, notamment sur ce cas clinique d'une 24 qui présentait une lésion carieuse. Et les différents températoires, bien et on va se répéter, c'est un petit peu redondant, mais c'est l'extraction, l'implantation, le complément du gap, et dans un premier temps, la mise en place simple d'un pilier cicatrisation. Illustration à travers cette situation clinique, on regarde tout de suite un petit peu le niveau tissulaire, un niveau gingival qui est tout à fait intéressant, un bon niveau papillaire, un bon volume de gencive kératinisée, une ligne mucogingivale qui est à distance, avec quand même, en vue occlusale, on voit bien que cette racine de 14 déborde un petit peu en vestibulaire, elle laisse un film une épaisseur de volume qui n'est pas très généreuse. Lorsqu'on passe à l'examen du cone beam, nous avons une racine classique de 14 qui file dans la paroi vestibulaire osseuse, mais par contre un point intéressant, c'est qu'on a un bon niveau apical, palatin et ici, donc, qui est tout à fait généreux et on peut raisonnablement penser pouvoir stabiliser un implant dans une technique d'extraction-implantation. On réalise bien évidemment ce temps opératoire. Le premier temps, c'est l'extraction de la dent. On retrouve cette première prémolaire classique avec son sillon caractéristique avec son sillon coronaradiculaire, qu'on retrouve bien évidemment dans le négatif de cet alvéole déshabillé. Et on retrouve cet étranglement osseux que j'aime beaucoup personnellement.
au niveau de ces prémolaires. Et c'est un site qu'on peut observer, qu'on peut retenir et qui peut, dans certains cas, être exploité pour stabiliser un implant directement au niveau de ce septum. La pose de l'implant ici, la loge que j'ai privilégiée, c'est plutôt la racine, la partie palatine de cette alvéole. Et en utilisant cette racine palatine, si on redresse au dernier moment le forage un petit peu dans la zone médiane, on se retrouve avec une zone d'émergence qui est quasi alignée au sillon mésiodistal des dents proximales, et ce qui est une bonne option en vue d'une occlusion tout à fait favorable. Une fois l'implant posé, la suite, c'est bien évidemment le comblement en faisant appel à un biomatériau de ce gap osseux par rapport à ce rebord vestibulaire. Alors là, vous avez une moult matériaux disponibles sur le marché pour ce genre d'intervention. Je vous laisse les uns et les autres avec vos habitudes respectives. Personnellement, j'utilise soit le bêta-TCP hydroxyapatite de l'ostéon 3 ou l'ostéon collagène, soit je fais appel au matériau des xénogreffes qui est de l'os bovin ou porcin. J'aime beaucoup l'os porcin, le Purgo notamment, qui me permet de réintervenir très vite par rapport à du bovin et qui a une hémophilie qui est tout à fait intéressante, et cette mouillabilité dans le sang me plaît énormément. Personnellement, j'ai beaucoup d'affinité avec le Purgo. Voilà le site parfaitement comblé ici de cette prémolaire, avec une vis un pilier de cicatrisation d'un diamètre suffisant, mais pas exagéré. Hein, Michael Bettito, le docteur Bettito, on a parlé la dernière fois. Il ne faut pas chercher à utiliser des vis et des piliers de cicatrisation trop larges qui consisteraient à écraser cette zone vestibulaire et empêcher un petit peu les tissus résiduels à venir un petit peu grimper, à venir monter en direction marginale et à assurer ce gain tissulaire espéré au niveau marginal. Donc des piliers de cicatrisation plutôt haut, avec une hauteur idéalement minimum de 3 mm, mais pas trop large pour comprimer, pour écraser ces tissus périphériques qui sont très importants pour espérer une bonne régénération tissulaire. Voilà la situation terminale en termes de cicatrisation, en termes terminal au niveau clinique, vous voyez, qui est plutôt acceptable sur la valeur du tissu. Néanmoins, on peut observer, objectiver cette petite dépression vestibulaire qui est légèrement inesthétique, mais qui n'est pas un obstacle à la réalisation de la phase prothétique ou par moi-même ou par le correspondant. Si la situation en bouche le jour de la pose avec quelque chose qui est tout à fait satisfaisant, la situation, les comparaisons des coupes axiales, des coupes coronales, pardon, du site préopératoire et du site post-opératoire, vous voyez, avec une bonne protection osseuse au niveau vestibulaire et un bon niveau aussi d'enfouissement de l'implant pour assurer une bonne pérennité des tissus marginaux. Dans le temps, on va comparer les différentes images en préopératoire au moment de la pose de la prothèse. Et vous voyez ici, au moment du pose de la prothèse, nous avons une papille qui a une bonne valeur en mésial, mais qui n'est pas encore parfaitement restituée en distal. Et on voit qu'avec le temps, la nature fait bien les choses. Avec un brossage et une stimulation avec des brossettes, on récupère gentiment mais sûrement cette papille dans la durée. Le contrôle avec une rétroalvéolaire est d'un très bon niveau sur cette radio, avec un bon niveau osseux marginal qui est fondamental, qui est en général lié à la manière dont vous avez bien évidemment opéré, à la manière dont vous avez situé le niveau d'enfouissement de cet implant par rapport à l'os, et aussi aux distances que vous avez pu respecter par rapport à ces dents collatérales. Le docteur Bettito aussi en a parlé de façon très précise lors de la précédente présentation. On peut ici un petit peu déplorer cette divergence un petit peu trop prononcée en mésial, qui pour l'instant est sans effet, mais qui sera à suivre par la suite. Deuxième cas clinique qui me paraît intéressant de regarder dans les détails, c'est aussi un niveau de fracture sur une 14, et on va toujours procéder de la même façon, l'extraction, l'implantation. Cette fois, on va faire appel à un complément tissulaire par l'apport d'un conjonctif vestibulaire, et on va réaliser dans le même temps opératoire une mise en esthétique.
Quelque chose qui arrive très souvent en cabinet quand on est omnipraticien ou quand vous avez des collaborateurs qui sont au sein de vos structures ou des correspondants, vous adressent des patients qui ont fait l'objet très récemment d'un traitement radiculaire sur une dent et qui se sont bien passés et qui sont restés pendant quelques jours, voire quelques semaines avec la dent sans prise en charge et qui ont pris confiance, ont mastiqué sur cette dent et qui sont arrivés quelques jours plus tard avec une fêlure, une filaire coronardiculaire et malheureusement le pronostic de la dent est tout à fait défavorable et qui indique l'extraction de celle-ci. Le projet implantaire doit être mis en place pour pouvoir restituer une situation convenable aux patients. L'examen de ce cone beam montre classiquement et ici toujours cette possibilité de trouver un ancrage de stabilité primaire. La projection de la racine toujours qui est quasi systématique au niveau des prémolaires en direction apico-vestibulaire. On a un mur vestibulaire ici qui a une bonne valeur, hein, qui n'est pas particulièrement fin. On pense qu'il peut résister à certaines contraintes, mais pas trop au moment de la luxation et de l'avulsion. Voilà la situation clinique de cette dent, avec des dents qui sont plutôt de forme triangulaire, un bon niveau muqueux avec des belles papilles, un bon niveau de gencive kératinisée. Voilà le site de l'alvéole complètement déshabillé de son résidu radiculaire. L'extraction s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas de lacération, de décollement périphérique des tissus mous, qui sont de bons éléments de cicatrisation sans altération du périostre. Ça, c'est plutôt favorable. Néanmoins, le volume de cette racine laisse une alvéole qui est très cratérisée et on a du mal à imaginer qu'on va pouvoir stabiliser dans une telle alvéole déshabillée un implant en première intention. Voilà la racine extraite et il faut réfléchir un petit peu à un point d'impact idéal pour pouvoir espérer poursuivre notre démarche chirurgicale. Le point idéal se situe ici, vous voyez, à peu près 4-5 mm au niveau de la paroi palatine, légèrement décalé d'1 ou 2 mm dans l'alvéole, parce qu'on cherche à venir à ce niveau et se projeter en apical dans cette région pour pouvoir aller chercher sur 4-5 mm un ancrage implantaire et ainsi mener convenablement notre chemin chirurgical. Bien évidemment, dans tous les cas, personnellement, j'utilise Sephora Densa qui me sécurise sur la future stabilité primaire de ma fixture, de mon implant. Je passe ici les détails de ce protocole de densification que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Une fois qu'on a réalisé le forage complet, la séquence de forage complète, on regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'émergence et d'axe implantaire. On se retrouve avec quelque chose qui est tout à fait intéressant et tout à fait favorable en vue de l'occlusion finale. Le choix de l'enfouissement et du niveau d'enfouissement de ce implant est tout aussi intéressant, on pourra en discuter, mais globalement, il faut que la connexion, le niveau d'enfouissement par rapport à la jonction améno-sémentaire des dents adjacentes est d'environ 3 voire 4 mm maximum par rapport aux dents adjacentes. Globalement, la jonction implant-pilier, elle, en infraosseux se situe aux environs idéalement de 2 mm. Alors souvent, bien évidemment, il y a des différences entre les niveaux proximaux et le niveau vestibulaire résiduel qui souvent en extraction d'implantation est très loin en général de ce niveau de la paroi palatine. Et là, il faut doser un petit peu son effort et son jugement pour un petit peu anticiper l'évolution de ces tissus dans le futur. On a donc procédé à un prélèvement de conjonctif palatin pour anticiper un petit peu cette résorption tissulaire globale qui va s'opérer au niveau de cette alvéole. Donc ce prélèvement palatin peut se faire sur la zone contralatérale au niveau de la dent du maxillaire dans le secteur ici. Donc c'est une 14, donc on peut aller en face en regard d'une 26 ou d'une 27, prélever ce segment, ce fragment de conjonctif et le transférer ici dans cette partie précisément. C'est un temps aussi qu'il faut passer ou qui demande du temps, faire appel à prendre des repères. On ne voit pas très bien ici, voilà,
là c'est un petit peu plus clair. Voilà le niveau un petit peu de positionnement de ce fragment, de ce conjonctif qui va être enfoui par l'intermédiaire d'un tunnel avec des instruments qui sont spécifiques, hein, avec des lames de bistouri qui vont permettre de travailler en épaisseur partielle. Alors ici, j'ai mis 2 petits croix vertes parce que si c'était à refaire, je repositionnerais la fixation par mes soutures de ce conjonctif. Je viendrai dans une position beaucoup plus à la base de la papille distale et beaucoup plus à la base de la papille médiale. Mais enfin, tout est relatif parce que ce qui compte, c'est quand même de voir le niveau d'enfouissement occlusal de ce greffon conjonctif et idéalement, il faut qu'il puisse venir se poser à la jonction implant-pilier en débandant légèrement, mais pas trop, de manière à ce qu'on limite la résorption secondaire de ce conjonctif, le temps qu'il puisse venir se revasculariser par les tissus environnants, le périoste environnant. Voilà en vue occlusale, c'est beaucoup plus net, vous voyez. En général, il faut chercher à venir déborder d'un maximum 2 mm la jonction pilier-implant de votre système. Une fois que le greffon conjonctif est positionné en tunnel en regard de la paroi vestibulaire, du lambeau muqueux, bien entendu, il faut réaliser le comblement du gap. Et ce comblement, il se fait tout naturellement un peu, et c'est très facile pour les dentistes, hein, on sait faire, parce qu'on a réalisé, on a mis en place des amalgames pendant des années. Alors aller fouler du biomatériau dans un espace vide, c'est un peu notre spécialité, c'est très aisé de le faire. La seule petite particularité, c'est qu'il faut faire appel souvent à des fouloirs, à des instruments très fins qui vous permettent de bien longer, de bien atteindre la zone de vide apicale entre la paroi osseuse vestibulaire et la paroi de l'implant. Et vous pouvez même faire appel à la sonde paro et pousser petit à petit, grain par grain, votre biomatériau et pour avoir une pénétration complète de ce produit et de laisser afin de laisser le moindre vide possible. La mise en esthétique, on ne va pas s'étendre sur la manière de réaliser une couronne provisoire sur un pilier implantaire. Chacun a son approche et son protocole. Ça fait aucun doute, les choses se passent bien. Voilà la situation de contrôle de cet implant mis en place avec une bonne situation dans le sens mésiodistal et dans le sens vestibulopalatin, avec un gap qui est parfaitement comblé avec une belle densité osseuse. Voilà la coupe coronale de cet implant qui a une bonne valeur à mon sens. Ça, c'est le point de départ. Là, on compare par rapport à la situation implantaire initiale. Et quand on revoit le patient à 4 mois, vous voyez, une dent avec un profil d'émergence, on peut parler aussi des profils d'émergence de ces dents provisoires, avec des points proximaux qui sont bien, avec des contours proximaux bien dégagés au niveau des papilles, et cette fameuse concavité en parapluie au niveau du collet transgingival du pilier et dans la continuité aussi de la couronne provisoire, afin d'espérer un creeping, le grow du conjonctif hein, qui se fait sur la durée, non pas sur les 3 mois, mais qui va bien au-delà et qui se fait voire même sur l'année, voire sur plusieurs années. Voilà le niveau de cicatrisation occlusale, tout à fait intéressant. On voit ce volume de conjonctif extrêmement satisfaisant qui, d'ores et déjà, on peut dire avec une certitude, va nous assurer une protection, une pérennité, une stabilité des tissus implantaires. On peut dire avec certitude que les choses iront bien pour cet implant et pour ce patient pour longtemps et il n'y a aucun doute là-dessus, avec une bonne valeur aussi de tissu kératinisé en vestibulaire. Alors, voilà un petit peu les situations, la situation prothétique. On voit bien le bon positionnement de l'implant et de l'émergence de la vis du pilier implantaire. Voilà comment se présente la couronne avec un bon niveau de maintien des papilles. Même si on a une petite atrophie de cette papille distale, on sait très bien que très vite dans le temps, cette papille va venir parfaitement s'équilibrer à son niveau mésial. Le cone beam, lors de sa mise en fonction, 5 mois plus tard, on voit un petit peu le remaniement tissulaire avec une perte de volume qui est inévitable sur les 6 premiers mois, voire la première année, qui se stabilise tranquillement mais sûrement dans le temps.
Je passe sur ce cas clinique qui n'a pas d'intérêt. On va essayer de revenir sur un cas plus intéressant, un des derniers. Toujours pareil, la même séquence opératoire, l'extraction, l'implantation, le comblement, l'apport de conjonctif et la mise en esthétique, même ici avec un prolongement, la réalisation de la couronne. Quelque chose qui est un petit peu plus fréquent qu'on trouve, auquel on est confronté plus souvent en cabinet, mais qui pose problème si on peut intervenir ou pas intervenir. Une des raisons pour lesquelles les confrères sont réfractaires, c'est qu'on est en présence d'une fistule, donc un foyer qui est dit infectieux, qui est septique et qui gêne souvent les opérateurs qui ont peur de cette pollution qui est déjà installée sur le site opératoire. Lorsqu'on rentre un petit peu dans le détail de l'analyse du cone beam et qu'on s'intéresse à cet alvéole, on voit très bien cette fenestration osseuse vestibulaire qui s'est opérée liée à la fracture et secondairement à cette percolation bactérienne qui a détruit tout ce bundle bone vestibulaire. Hein. Mais néanmoins, cette fistule, à mon sens, reste quand même superficielle dans cette zone et sans extension particulière, en tout cas sur le plan microscopique, oui, il doit se passer des choses, mais globalement, on a quand même un tissu osseux apical et palatin qui est tout à fait généreux et qui peut être exploité dans le cadre d'une extraction-implantation. La planification, c'est un implant toujours Dentium, vous voyez, c'est un implant Dentium de 4/12 qui peut être utilisé ici. Pour les puristes, on pourrait même aller chercher une extension jusqu'à un 14 mm. Le choix de cet implant, c'est un Superline, vous voyez, qui n'est pas dans la tradition des implants dits spiralés à fort ancrage primaire. Je suis tout à fait défavorable à ces implants spiralés. Et pour vous dire qu'avec toutes mes extractions-implantations aujourd'hui, et j'en ai un certain nombre, je les pratique avec cet implant Superline qui me donne en termes de stabilité et en termes de succès et de pérennité une totale satisfaction. Voilà la séquence opératoire, hein, cette racine qui doit être extraite, qui ne pose pas de difficultés particulières. C'est toujours la même histoire, on se pose la question de ce que va devenir et comment on doit traiter cette zone de résorption. Elle sera bien évidemment un petit peu plus importante que les autres situations. Pourquoi? Parce que d'abord le gap 1 est important et 2, nous étions en présence d'une paroi osseuse vestibulaire très dégradée qui était infiltrée par des bactéries et donc on sait d'ores et déjà qu'il y aura une fonte de volume substantielle. Le choix du site et de forage ici va être privilégié, qui sera privilégié bien évidemment. Ici, ce sera plutôt au plus près de la paroi palatine. Évidemment, on est tenté parfois d'aller chercher un peu cette zone médiane dont on a parlé tout à l'heure, qui est souvent étranglée au niveau de la prémolaire. Il faut savoir que plus vous vous rapprochez de cette zone médiane, et plus aussi vous réduisez ce périmètre qui peut vous rendre aussi difficile la possibilité de combler ce gap. Et donc, en général, si vous n'avez pas ne vous laissez pas aspirer, attirer par cette zone, essayez de partir toujours au départ sur un appui sur le rempart et le rebord palatin. Et à la fin de votre forage, vous pouvez toujours, dans la partie terminale de votre forage, redresser un petit peu l'axe vers l'axe médian qui vous permet de faire sortir votre axe occlusal là où vous le souhaitez dans une position idéale. La mise en place du pilier. La réalisation de la provisoire, je ne m'étends pas là-dessus. Le prélèvement palatin de conjonctif palatin, vous voyez, c'est environ un conjonctif classique qui s'étend, qui déborde jusqu'à la demi-papille de la dent adjacente au niveau de la dent proximale et qui est fixé toujours de la même façon. Vous voyez, on le pique en général à peu près à 2-3 mm de son bord. Et ensuite, on l'introduit en le glissant sous le lambeau vestibulaire qui a été déroulé préalablement avec des lames spécifiques ou des couteaux à tunnel au choix en fonction de la dextérité de chacun. Au niveau de la prémolaire, il faut toujours, cette première prémolaire, faire très attention. Pourquoi? Parce que quand on fait un tunnel là-dessus, on a souvent une canine avec un relief osseux qui est très marqué et là, il y a une difficulté, on se retrouve donc avec une bosse vestibulaire. Je retrouve ici voilà, une bosse vestibulaire dans cette zone et qui nous oblige à instrumenter, à forcer. Il faut prendre son temps, il faut bien évidemment chercher à décoller si vous ne voulez pas d'exercer de pression excessive au niveau de votre greffon. Cherchez à décoller avec précaution parce que très vite, si vous forcez, d'abord il faut commencer toujours par la partie apicale en creusant votre tunnel pour venir ensuite sur la partie proximale.
Il y aller de façon progressive et douce parce que si vous forcez, vous risquez la perforation de votre lambeau vestibulaire et le déchirement de la papille en question en regard de ce greffon conjonctif. Donc il faut être très méfiant sur ce retour de décollement au niveau de la canine qui est en général très marqué, qui nous oblige à forcer et avoir quelques petites mésaventures et désagréments. Ici, donc, l'introduction du biomatériau de votre choix. Pour ce cas-là, à l'époque, j'avais choisi du bêta-TCP hydroxyapatite, qui donne aussi de très bons résultats. Quand on fait un petit détour chez Zokeli, vous voyez, on pourrait lui faire grincer les dents en regardant ces images, puisqu'on voit que le point d'anesthésie a été fait en regard de cette racine résiduelle à tort et qui a créé un hématome, un traumatisme. Il a horreur des traumas et nous devons avoir horreur des traumas et que bien évidemment cette anesthésie doit se faire largement à distance du site opératoire afin d'assurer une vascularisation dans de bonnes conditions sur ce futur site opératoire. La mise en esthétique, on ne va pas s'étendre dessus. Et voyez un petit peu le contrôle post-opératoire en extraction implantation. Personnellement, je prends la décision toujours de faire un cone beam, afin éventuellement de corriger une erreur ou d'objectiver une surprise, et plutôt une mauvaise surprise. Et on voit tout de suite ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous voyez, si on n'utilise pas des fouloirs à extrémité fine, voire une sonde parodontale, on se retrouve souvent avec une zone, vous voyez, qui est mal condensée, on a mal engagé le biomatériau, on l'a mal poussé, on l'a mal réparti, ce qui a pour inconvénient d'avoir un vide, de créer certes un caillot, mais d'avoir une résorption de cette zone qui est beaucoup plus importante, et en même temps, un manque de soutien global de ce biomatériau qui a été introduit, et de lui conférer une certaine mobilité, et quand on a une mobilité de ce biomatériau avec les contraintes des tissus environnants, on prend le risque de ne pas avoir un tissu osseux de bonne qualité, mais plutôt un tissu fibreux. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est quelque chose qui n'est pas soutenu, puisqu'on considère, on sait que déjà en préopératoire, on a perdu toute cette paroi, et donc si vous n'avez pas quelque chose de bien condensé, de bien compact, vous risquez dans le futur, et ensuite opératoire, d'avoir un tissu qui n'est pas osseux, mais un tissu fibreux. Et de perdre donc secondairement toute cette zone tissulaire. Voilà le résultat à 5 mois post-opératoire de cette intervention, avec un excellent, à mon sens, niveau muqueux et osseux, avec un bon retour de gencives kératinisées. On voit bien la séparation identique entre les dents adjacentes au site implantaire et la muqueuse alvéolaire. Voilà en vue occlusale, c'est encore plus expressif l'état des tissus environnants. Et là aussi, on peut tout à fait être très optimiste sur le futur devenir de cet implant et de la reconstruction et de la restauration prothétique. On peut considérer qu'on on a tout pour aller loin dans la durée pour cet implant. Et on voit très bien aussi l'intérêt d'apporter ce conjonctif sur le plan esthétique. Quand on compare ce site implantaire de la 25, on voit que c'est une couronne transvissée avec cette résine qui a été appliquée. Et si on peut comparer, alors il faut tout replacer dans un contexte clinique, mais on voit bien que on peut imaginer qu'il n'y a pas eu d'apport en conjonctif, et on voit exactement par opposition cette concavité vestibulaire qui s'est créée, et par opposition cette convexité vestibulaire. Vous voyez, on voit tout de suite cette approche différente d'un site à l'autre chez cette patiente. En tout cas, on le devine. La suite, elle se fait par votre correspondant ou par l'opérateur à travers une empreinte classique ou l'utilisation d'un scanner intraoral. Et même les scanners, vous voyez, ici c'est l'utilisation de la Medit 500, restitue aussi le volume périimplantaire, le volume des tissus, le volume marginal des tissus. Et on voit très bien la restitution des tissus grâce à cet engagement chirurgical, ce qu'on appelle le berceau gingival. Voilà la couronne mise en place à T0, réalisée par le laboratoire, avec une bonne intégration générale, un petit défaut de cette papille mésiale, mais on sait très bien que les choses évoluent. Voilà le cone beam de comparaison entre le T0 et lors de la mise en fonction. Hein, je pense que c'est tout à fait, on va revenir en arrière, mais c'est tout à fait intéressant, tout à fait satisfaisant, avec le profil tout à fait en tulipe
de la partie transgingivale du pilier et de la couronne définitive, qui permet d'obtenir un gain tissulaire vers les niveaux marginaux. Et si on compare l'évolution un petit peu en préopératoire avec cette dent qui présentait une fistule le jour de la pose de la couronne, l'évolution en vue occlusale, la situation à 3 mois, le comportement marginal de cet implant à 3 ans, et on voit l'évolution ici, la comparaison entre les niveaux papillaires. Vous voyez, cette papille mésienne a été dans le temps parfaitement restituée. Dernier cas qui n'est pas inintéressant aussi à proposer, et ce sera le dernier, c'est un cas d'une deuxième prémolaire, puisqu'on peut considérer que la deuxième prémolaire s'assimile à la première dans la mesure où elle n'a pas d'interaction avec le sinus maxillaire. Une racine complètement cariée avec une fêlure qui a généré une fracture secondaire et qui s'est extériorisée par une fistule. Si on rentre dans le détail d'une cône BIM, on voit qu'il y a une extension de cette fistule sur tous les tissus environnants, à savoir en mésial et en distal. Et là, raisonnablement, on peut se poser la question de l'intérêt, de l'opportunité de réaliser l'acte en un temps, à savoir l'extraction et la pose d'un implant immédiat sur un site qui est pas mal infecté. Néanmoins, je décide de réaliser cette intervention. Alors l'extraction, bien évidemment, ici prend quelques secondes et que ce n'est pas un temps essentiel, mais on va plutôt passer du temps ici à la dégranulation et à la décontamination du site qui doit être vraiment pointue, qui doit être précise, qui doit être explorée avec une curette fine en 3D partout, en mésial, en vestibulaire, en palatin et en distal, afin d'arriver à une situation très nette comme ça, très claire, avec des curettes, avec des fraises à dégranuler, avec le laser, avec des solutions antiseptiques, pour arriver, vous voyez, à quelque chose qui change littéralement une fois qu'on a terminé. C'est quelque chose où on retrouve la nature osseuse de nature, qui est un peu blanche comme ça, qui nous permet là de prendre une décision, c'est de poursuivre l'intervention et de passer à l'implantation immédiate. On fait appel, là on a un site qui est très cratérisé, donc le site ici le site de pointage du forêt sera plutôt un appui sur le rebord palatin, vous voyez comme ici on peut le constater, et donc ensuite une séquence de forêt, le forêt pointeur de la trousse de départ, hein, les Leadman de chez Dentium précisément ici, puisque c'est ceux que j'utilise, les 1 et 2, et après le travail se fait uniquement avec les forêts Densa, en rotation sens inverse, bien évidemment, qui nous permet d'aller chercher, d'après le cône BIM, d'aller chercher largement sur 4 ou 5 mm un os de densité tout à fait intéressante qui nous permet d'espérer une bonne stabilité de notre implant. Le projet implantaire, c'est un implant Superline, toujours le même, hein, vous voyez, c'est pas un implant spiralé. Voilà le niveau de positionnement de cet implant, un gap tout à fait assez important qu'il faudra combler. Une petite altération qui était liée à la fistule surtout initiale de la zone, le comblement conjonctif. On a fait évoluer un petit peu les points de fixation du greffon conjonctif en vestibulaire. Là, vous voyez, on était sur une muqueuse qui n'a pas la même valeur que les exemples précédents. Avec une présence ici, là, avec l'anesthésie, on ne le voit pas, mais il y avait un frein latéral, donc il a fallu assurer une dissection délicate de cette gencive qui était déjà inflammatoire, qui était infiltrée, et donc il fallait être très délicat avec les instruments à tunneliser pour ne pas la perforer. Personnellement, plus récemment, malgré le fait qu'on est sur des petits niveaux de comblement de gap, j'utilise souvent des plugs je reviens sur la dia, mais j'utilise souvent des plugs de Sticky Bone. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avantage, ils ont l'intérêt de rester très compacts. Et quand on a des gaps à combler et qu'on veut éviter qu'il y ait une dispersion de lambeaux, de grains de biomatériaux dans le lambeau qui vont secondairement potentiellement parfois se diffuser dans le lambeau et puis operculiser quelques mois, voire quelques années plus tard, et générer de façon chronique des petites infections localisées comme ça, c'est toujours détestable, c'est pas agréable et puis c'est inesthétique. Le patient revient souvent et ça l'inquiète, il voit des petits morceaux de biomat qui génèrent une inflammation locale, il s'inquiète, il pense qu'il y a une infection. Bon, quand on revoit le patient, on voit très bien que c'est uniquement lié à la dispersion de ces biomatériaux. Donc l'aspect et le gain, l'utilisation de ces
ces plugs de sticky bone permettent de conserver le biomatériau de façon compacte. Si on veut vraiment aller un petit peu plus loin, on peut bien évidemment aussi faire appel à l'utilisation d'une membrane à interposer sur la face interne du greffon conjonctif et ensuite passer à l'introduction du biomatériau. Voilà la mise en place du biomatériau. Vous voyez, on n'a quasiment plus de saignement. On a un aspect qui est tout à fait intéressant du sticky bone, qui est sanguin, qui est bien compact, qui est cohérent. Il n'y a pas de dispersion de particules. Ensuite, hein, on sait faire aussi, ça c'est quand on était enfant, on s'amusait comme ça à faire, pour ceux qui aiment l'île flottante, on allait chercher avec une petite sonde, une sonde 6 ou une sonde parodontale, on retrouve aisément la partie superficielle de la vis de cicatrisation et on peut, sans retenue, faire appel aussi à l'utilisation de la membrane de PRF qui va venir s'engager dans la vis de cicatrisation et assurer une certaine stabilité du caillot global de ce site et une bonne cicatrisation pour la suite des opérations. Cette membrane PRF, de la même façon, peut être utilisée en pansement palatin du greffon conjonctif. Souvent, personnellement, quand je pose un implant unitaire et que j'ai besoin d'un petit greffon palatin, je travaille sur le même côté du site chirurgical et je ne vais pas donc, sur le côté homolatéral. Et puis, comme vous avez fait un PRF, bien évidemment, ça vous évite de faire appel à des matériaux de type de collagène, compresse de collagène ou autre. Voilà le contrôle du site 5 mois après la cicatrisation. Encore une fois, une bonne densité, vous voyez, une belle densité de biomatériaux et notamment d'os à ce niveau, avec un petit défect ici en distal de la première prémolaire. Voilà la biocclusale à 5 mois avec quelque chose qui est tout à fait intéressant, un bon gap vestibulaire avec un bon volume de gencives cicatrisées. Là aussi, on peut s'engager d'ores et déjà sur la pérennité des tissus et la pérennité de cet implant pour les années à venir. Alors, en guise de synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu sur ce type de présentation et de mise en œuvre chirurgicale? C'est que globalement, on peut considérer que l'extraction-implantation, si elle est bien préparée, elle reste assez simple et reproductible. On peut largement considérer que apporter du conjonctif est un plus en termes de résultats et devient quasi incontournable, sauf exception. Le bénéfice, il est évident pour les patients et il est évident aussi sur la manière dont lui, il va vous en rendre compte. Et si le patient considère qu'il a eu une bonne intervention en une fois, quasi sans douleur, il va vous remercier et puis bien évidemment il va en faire l'écho autour de lui et quand on a de l'écho sur la prise en charge de ces patients, on a forcément un retour patient et tout à fait appréciable. Et tout ce qui est bien évidemment bénéfice pour le patient et bénéfice, c'est tout bénéfice pour le praticien. C'est toujours très appréciable de réaliser des choses et de percevoir un bon niveau de satisfaction de ces patients. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec moi ce petit moment. J'espère qu'il a été clair. On aura l'occasion de se retrouver pour aborder d'autres sites chirurgicaux en extraction-implantation. On s'intéressera, je crois, prochainement à la zone du maxillaire molaire en sous-sinusien, qui est très intéressant. Donc on pourra rediscuter de tout ça. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de cette présentation ? Très bien, si pas de questions, bonne soirée à tous et à très bientôt.